4 ans. 4 ans que je suis sur YouTube à vous partager ma passion de la moto, une passion d'ailleurs qui nous relie, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Et bien vous avez été nombreuses et nombreux à me poser la question, c'est quoi tes motos préférées? Parce que c'est vrai qu'effectivement, je vous en essaie plein, mais je vous ai jamais vraiment fait le top 10 des machines qui sont les plus chères à mon cœur. Alors bien évidemment, si vous me suivez depuis un petit moment, vous en connaissez quelques-unes, mais vous allez voir, il y en a aussi dans cette liste qui sont probablement une surprise pour la plupart d'entre vous. On va commencer tout de suite, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Et la première moto de ce top 10, des machines que j'aime le plus, risque d'énormément vous surprendre puisqu'il s'agit de la Honda Goldwing. Et oui, un truc quand même assez impressionnant, sachant que pour le coup, moi, les grosses routières, c'est pas forcément ma catégorie de machine favorite, mais avec la Goldwing, on est véritablement dans un autre monde, tout simplement parce que cette moto, déjà, en plus de représenter un pan de l'histoire du monde moto et un gros pan parce qu'elle existe depuis plus de 50 ans, c'est une expérience que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. La Honda Goldwing, c'est tout simplement le confluent entre le monde de la voiture et celui de la moto. C'est une expérience en termes de confort qui est déjà complètement dingue. Vous êtes installé, mais alors c'est fou. C'est d'ailleurs assez drôle parce que c'est probablement l'une des machines sur lesquelles on est presque mieux à deux que tout seul. Vous avez la version standard qui elle est ce qu'on appelait avant la F6B, la Bagger, mais vous avez bien évidemment la version Touring avec son gigantesque siège passager. Et alors là, je vous le dis, cette moto pour faire de la route, faire des longs trajets, c'est ce qu'il y a de mieux, tout simplement. Donc on va retrouver quoi là-dedans? On va retrouver déjà le moteur, le 6 cylindres à plat, comme une Porsche, je vous le rappelle, de 1833 cm3, c'est une cathédrale le machin, avec 126 chevaux et 170 Nm de couple. C'est une des machines dans l'industrie qui ont les valeurs de couple les plus élevées, mais ici attention, c'est au service un petit peu du velouté, un petit peu de la douceur. En mode sport, quand on tourne la poignée, ça accélère pas mal et d'ailleurs ça sonne un petit peu comme une Porsche, je trouve personnellement quand je l'ai testé. Et après bien évidemment c'est peut-être le détail le moins important de cette machine. Vous allez retrouver déjà un tableau de bord qui ressemble à celui d'une voiture, tant il est complexe avec ses boutons, avec tout ce qu'on peut faire avec. Vous avez un confort qui est incroyable avec cette bulle à réglage électronique, ce système audio qui est complètement fou, tout le système de la partie cycle est complètement fou lui aussi avec un système à double triangle. Enfin, cette machine, c'est une merveille d'ingénierie, avec bien évidemment aussi sur la partie technologie, un tableau de bord qui est fou, avec Apple CarPlay maintenant et Android Auto sans fil, quelque chose que la Goldwing ne proposait pas jusque-là. Alors bien évidemment, cette machine vaut une fortune, 38 000 €, c'est le prix d'une voiture très correcte, mais voilà, vous avez plusieurs couleurs qui existent, donc ça c'est les versions 50e anniversaire, qui je l'avoue, autant la Eternal Gold fait très kitsch, elle fait penser aux machines des années 70, autant la Bordeaux, je la trouve quand même très sympathique, et vraiment, je ne pouvais pas ne pas mettre la Goldwing dans ce classement, parce que pour moi, c'est une expérience totalement à part, c'est une machine qui m'a ultra séduit. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas forcément une moto que j'irais acheter toute seule, c'est-à-dire si j'avais pas d'autres machines, j'irais pas forcément posséder une Goldwing. Par contre, si j'avais un garage où je pouvais avoir 2-3 motos, c'est clair et net que j'adorerais en avoir une, parce que ça, pour faire du voyage, c'est incroyable. On passe maintenant au top 9, et là, vous allez voir qu'on va s'éloigner un petit peu comme ça des grosses cylindrées, parce que je sais que vous m'attendez au tournant, vous vous dites, Roadsters TV, il prend que des énormes trucs. Mais vous allez voir que non, il y a quand même quelques petites surprises dans ce classement, et ici, c'est une moto fantastique. Une moto que j'adore, une machine dont je parle encore et encore et encore, tout le temps, vous savez à quel point j'ai un amour profond pour cette meule, c'est pour moi la meilleure moto à deux. Il s'agit bien évidemment de l'Aprilia RS 660. Mon Dieu qu'elle est belle et mon Dieu qu'elle est exceptionnelle, cette machine à tous les niveaux. C'est un véritable bijou. Alors pourquoi est-ce que j'aime autant l'Aprilia RS 660 et pourquoi est-ce que encore aujourd'hui je la considère comme tout simplement la meilleure moto à deux? Parce que cette machine, elle cumule tellement de belles qualités. Vous avez déjà la gueule. Bon, ça c'est subjectif, les goûts et les couleurs, mais franchement, comment ne pas aimer l'apparence de cette moto qui d'ailleurs existe en plusieurs couleurs. Vous avez ici les nouveaux coloris 2025 qui sont magnifiques, couleur Blue Marlin ou encore le Venom Yellow, et ça c'est pour la standard parce que vous avez aussi la Factory qui elle est équipée de suspension et d'amortisseurs arrière-all-in. C'est un monstre, il n'y a rien à dire. Et puis après, qu'est-ce qui fait aussi que cette moto elle est si exceptionnelle? C'est tout simplement en fait tout ce qu'elle propose. On va avoir un moteur
moteur ultra cool, le bicylindre en ligne qui fait 105 chevaux dans sa version débridée avec une partie cycle exceptionnelle, moto qui fait 183 kg, donc c'est incroyable. Et puis derrière, vous avez une technologie qui vous donne absolument tout ce que vous pourriez vouloir avec le pack APRC qui contient du contrôle de traction, de l'anti-wheeling, régulateur de vitesse. Enfin, la machine, elle est ultra complète, elle est vraiment super aboutie là-dessus. Et encore une fois, la position de conduite qui est très agréable avec des demi-guidons qui sont au-dessus du thé de fourche qui permettent d'avoir une position sport GT quand même un petit peu sportive. On sent qu'avec cette moto, si on a envie d'envoyer, on peut envoyer, mais on reste quand même utilisable au quotidien. Et puis vous savez, hein, c'est une moto que je connais particulièrement bien parce que c'est la machine de Mathilde. Mathilde, elle a acheté une RS 660 après sa Ninja 650 et encore aujourd'hui, tous les jours, elle rentre du boulot avec. Oh là là, les éloges qu'elle me fait sur la RS 660, c'est vraiment une machine qui nous a profondément marqué tous les deux. Elle existe dans des couleurs et des éditions spéciales comme la Extrema, qui est une version qui pourrait se dire un petit peu pensée piste, pas tout à fait, hein, ce serait plutôt la Trofeo, mais avec ce damier, avec ce SC Project et la possibilité, si je dis pas de bêtises, sur cette version-là de pouvoir mettre la boîte de vitesse en inversé, hein, comme les pilotes de course. Donc vraiment, la RS 660, c'est un petit bijou et pour le coup, elle méritait tout à fait sa place en 8e position, enfin 9e position, pardon, de ce classement, ce qui veut dire que, qu'est-ce qui nous attend après? Eh bien, vous vous en doutez, on va pas non plus rester tout le temps sur des petites machines comme ça, non, on va quand même un petit peu entretenir son complexe de compensation. Et cette moto que je vais vous montrer, fait partie aussi de celles qui m'ont beaucoup marqué et qui restent aujourd'hui, à mon sens, au sommet de la chaîne alimentaire de leur catégorie, mais pour des raisons peut-être différentes de celles des autres motards. Cette machine, c'est la BMW S1000 RR, qui est à mon sens aujourd'hui la meilleure hyper sportive qui soit. Et comme je vous le disais, peut-être pour des raisons qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres motards des motards. Parce que pour moi, une hyper sport, ça représente un certain nombre de trucs, mais pas toujours ce que les autres attendent. La plupart des motards qui achètent des hyper sports, ils veulent une machine puissante avec une partie cycle ultra affûtée qui va être la meilleure sur le circuit. Et en cela, la S1000 RR peut tout à fait prétendre à cette catégorie. Néanmoins, cette moto, elle a quelque chose de plus. Et ce qu'elle a de plus, c'est son utilisabilité au quotidien. La capacité à pouvoir aller aussi bien sur le circuit que sur la route, et je vous le dis d'emblée, et ça je peux le maintenir, personne ne peut s'asseoir à la table de la BMW S1000 RR quand il s'agit de ça. On va avoir déjà une position de conduite qui est plus agréable que sur la plupart des hypersports où on est très plongé vers l'avant, avec énormément d'aspects pratiques qui vont venir se rajouter, poignée chauffante, régulateur de vitesse, warning et jauge à essence, ça c'est pour nos amis de chez Ducati, mais voilà, avec une moto qui ne chauffe pas trop, avec une machine qui reste utilisable. Pour vous donner un ordre d'idée, cette moto, je l'ai beaucoup conduite quand je suis parti dans le sud de la France, au circuit du Nogaro. J'avais été invité par BMW France pour faire les deux hypersports, donc la S et la MRR et les Roadster, et en fait, celle avec laquelle j'ai le plus roulé, c'était celle-là, d'ailleurs dans cette petite couleur, je vais vous la montrer quand même, le style sport. Regardez-moi comme elle est belle. J'ai fait quasiment 250-300 bornes en 2 jours avec la moto, avec des retours du circuit jusqu'à l'hôtel, et franchement, j'arrivais, j'étais pas cassé. Oui, c'est une hypersport, bien évidemment, mais la machine, elle est facile, elle se laisse vivre, et en plus de ça, bien évidemment, vous avez là-dedans, allez faire la fiche technique quand même, le 4 cylindres en ligne de 1000 cc qui développe 210 chevaux, ça reste quand même violentissime, avec le shift cam qui permet d'avoir plus de couple à bas régime, plus de niaque que sur un 4 cylindres standard, ZX10R et CBR 1000 RR en tête, et donc ça fait que cette moto, elle est ultra cool, et pour le coup, c'est à mon sens, la meilleure des hypersports, parce que vous avez vu que moi, j'ai une interprétation de l'hypersportivité qui est différente. Si la machine, elle peut aller sur la route, il faut penser à ce genre de choses. A fortiori quand l'utilisation de cette moto sur la route est beaucoup plus fréquente que sur le circuit. Parce que vous savez quoi? Les hypersports aujourd'hui, ce ne sont absolument pas des motos qui sont utilisées même à 50-50 sur circuit et sur la route. Non, en réalité, il y a entre 7 à 8% des utilisateurs qui emmènent leurs hypersports sur le circuit. Donc dans ce cas de figure, pourquoi ne pas donner à la machine aussi un petit peu de compromis? C'est quelque chose que j'aurais toujours du mal à comprendre chez les autres constructeurs. BMW le font, et petite mention spéciale également à une version qui est chère à mon cœur, la version 2015, celle qui avait encore les phares asymétriques, qui est à mon sens, elle, encore meilleure en termes de compromis, confort, sportivité. C'est un petit peu une sorte de GSX R1000 de l'ancien temps mais moderne, qui est vraiment ultra cool, et pour le coup, si je devais en avoir une
d'occasion un de ces quatre, ce serait très probablement celle-là parce que j'adore cette S1000 RR, je la trouve véritablement ultra charismatique et un vrai compromis très agréable dans plein de domaines. Alors, nous allons arriver maintenant à au top 7, top 7 si je ne vais pas dire de bêtises, on est d'accord. Donc il nous reste encore 6 machines à faire après celle-là et nous allons maintenant parler d'une moto qui est pas dans les 1000 cc, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas que des gros monstres, mais par contre cette moto, je l'adore aussi pour des raisons, à chaque fois c'est un peu différent, chaque fois c'est des raisons un petit peu différentes, mais là franchement quand je l'ai découvert, c'était un coup de cœur immédiat et en plus de ça d'un constructeur pas si connu, ça commence à vous donner un petit peu des idées, qui montent néanmoins, ces 10 dernières années, ils sont très énervés ces gens-là. Vous vous en doutez, je vous parle bien évidemment de la CF Moto 800 NK en version Advanced si possible. C'est pour moi le meilleur roadster à 2. La RS 660 était la meilleure moto à 2, toutes catégories confondues, mais ça, c'est une dinguerie absolue. Et bon, si vous me connaissez, vous savez que j'en parle énormément de la 800 NK. Il y a beaucoup de raisons qui vont dans ce sens-là. Et l'une d'entre elles, c'est tout simplement que cette machine, elle a un rapport qualité-prix qui est totalement fou. On va retrouver en termes de caractéristiques, le moteur de la KTM 790 Duke, qui vous permet d'avoir 95 chevaux. On va le retrouver ici avec 80 Nm de couple. Donc c'est une moto qui a un caractère moteur ultra bon. En termes de châssis, on retrouve un châssis en acier avec des étriers de frein Giro-One, avec ce qu'il faut vraiment. La machine, elle n'est pas surdosée, mais son prix n'est pas surdosé non plus, avec un poids qui est contenu. Et après, vous allez retrouver dans cette moto une technologie de monstre où en fait, je vous le dis, il y a même des motos qui valent 20 000 € qui n'ont pas ça. La dalle, c'est un écran vertical 8 pouces tactile. Rien que déjà là, la plupart des motos sont couchées avec Apple CarPlay sans fil. Et ça fait quand même 2-3 ans alors que la Honda Goldwing ne l'a eu que depuis la génération 2025, avec du régulateur de vitesse, du démarrage sans clé, avec du quick shifter up and down, le contrôle de traction, quelque chose qu'elle n'avait pas sur les générations juste avant, et là ils l'ont mis depuis 1 an je crois, donc on a maintenant le contrôle de traction aussi sur cette moto, et une machine qui est folle, qui se distingue en plus je trouve en termes d'apparence, elle est vraiment très cool, que ce soit en gris aérolite ou en noir Nebula, elle est très belle, et à un tarif comme je vous le disais qui est complètement fou, 8 899 €, ça fait vraiment de cette machine un rapport qualité-prix totalement fou et donc elle méritait largement sa place dans ce classement parce que véritablement c'est une bécane qui est dingue. J'ai pas d'autre terme, elle est dingue. Alors, on va conclure cette première moitié de classement avec quelque chose quand même d'un petit peu zinzin. Un truc un peu fou quand même parce que là, je vous ai montré des machines qui étaient démesurées, mais j'aimerais quand même qu'on rentre dans quelque chose qui moi me touche particulièrement, une machine qui en fait m'a tellement marqué il y a 10 ans de cela, donc c'est pas une moto neuve, vous vous en doutez, et dont j'ai toujours rêvé de la posséder. C'est pour moi, avec la MV Agusta F3 Competition, parce que j'avoue que j'en suis tombé amoureux, mais c'est pour moi le plus bel engin roulant qui soit au monde, vraiment, c'est pour moi la plus belle de toutes les motos, et une dont vraiment je pense qu'un jour elle sera dans mon garage parce que je l'adore déjà, en fait, même sans l'avoir beaucoup conduite, je l'ai jamais essayé sur la chaîne. Cette machine, c'est la Ducati Panigale 1299, celle qui est pour moi la plus belle de toutes, plus belle que la 1199, plus belle que la V4 et un monstre absolu. Alors vous vous doutez, une Panigale c'est toujours un monstre, mais pourquoi cette machine, elle est aussi folle et aussi chère à mon cœur? C'est tout simplement qu'en fait, il s'agit d'un hyper roadster déguisé en hyper sportive, tout simplement. En fait, le truc avec cette machine, avec la Panigale 1299, on est sur le site de Motoplanète parce que malheureusement, chez Ducati, elle est plus affichée. C'est que cette moto, en fait, elle succède à la 1199 avec le bicylindre le plus gros de la production quand même, 1299. Donc aujourd'hui, bien évidemment, avec la Super Duke, on est allé chercher plus. Mais à l'époque, imaginez quand même 650 cc par cylindre, c'est énorme. Et du coup, en fait, la 1199, c'était une machine qui était appréciée, mais qui avait un problème que beaucoup relevaient, c'est qu'en fait, la moto était un peu on-off, un peu creuse à bas régime, ce qui est quand même surprenant pour un bicylindre. Et sur la 1299, ils ont complètement changé la trajectoire, 205 chevaux et surtout 144 Nm de couple. Et là, tous les journalistes étaient unanimes. Je me souviens bien évidemment de cette cover de Moto et Motard à l'époque qui surnommait l'essai
Captain Biceps, et la machine à 3000 tours minute vous arrache les bras comme ce n'est pas possible, et c'est pour ça que je vous dis, on retrouve finalement le comportement d'un hyper roadster, mais dans une hyper sport, avec une fiche technique complètement dingue, 190 kg en ordre de marche pour 205 chevaux, donc déjà à ce moment-là, le rapport poids-puissance, il était pulvérisé, et une techno qui était déjà très aboutie, et puis une machine qui est absolument magnifique, merveilleuse, vraiment ultra belle. Donc voilà, cette Panigale 1299, si un jour je peux l'avoir dans le garage, à condition de pouvoir avoir d'autres motos, parce que autant vous dire que jamais je roule que en Panigale 1299, c'est trop de contraintes, mais pour le rêve, pour la passion que cette moto eh bien, procure chez moi, elle méritait sa place pour conclure cette première moitié. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus énervé, les enfants. Je sais, on s'énerve de plus en plus, mais c'est comme ça, hein, vous vous en doutiez. Cette moto, c'est très probablement la plus démesurée de tout le classement. Vraiment, c'est une machine dont les caractéristiques elles-mêmes sont une insulte à la logique, à la raison, à la mesure. Et c'est en ça que je l'adore, bien évidemment. C'est aujourd'hui le colosse absolu du monde de la moto dans les machines de série. Et je vous en ai déjà trop dit, donc on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je parle bien évidemment de la Triumph Rocket 3 dans sa version Storm, le plus gros moteur de l'industrie moto, le plus gros moteur de série, bien évidemment. Je sais que vous allez me parler de la Bossos, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un moteur de voiture transplanté dans une moto. Là, ce 3 cylindres en ligne, eh bien c'est ni plus ni moins que un moteur de voiture, mais qui a vraiment été fait pour une moto à la base, dans un châssis de machine moto. Alors, elle existait bien évidemment avant, dans une version précédente qui était déjà gigantesque. Là, on passe à 2500 cc. On va s'amuser à aller regarder les caractéristiques. 2458 cc, hein, très précisément. 182 chevaux sur la nouvelle version Storm et 225 Nm de couple. Je sais pas si vous vous rendez compte à 4000 tours minute ce que ça représente. C'est une fusée. En plus de ça, elle a perdu beaucoup de poids par rapport à la génération précédente. Si on va faire un petit tour sur le configurateur, histoire de voir un petit peu voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien la version R qui est plus proche du Roadster. Regardez-moi un petit peu la gueule de cette moto. Elle est absolument folle. Elle existe dans des couleurs qui sont très belles, toujours un petit peu classe. Et forcément, on retrouve en fait avec cette machine, eh bien tout ce qui fait le succès des motos de chez Triumph, à savoir une finition totalement irréprochable, une partie cycle qui est très bonne, avec un pneu arrière qui est fait pour elle, Avon Cobra 240 mm, c'est un monstre ce truc, et bien évidemment, vous voyez que ça reste un truc de fou, cette machine. On est vraiment sur la moto qui personnifie le mieux la démesure, une machine qui n'a aucune raison d'exister si ce n'est pour nous passionner, et voilà, avec un tableau de bord ultra stylé, avec des caractéristiques qui sont merveilleuses et magnifiques. C'est vraiment une machine que j'adore, et ça pareil, hein, le jour où j'ai beaucoup d'argent, parce que malheureusement c'est compliqué, hein, c'est des motos qui valent très cher, et elle serait aussi dans le garage avec grand plaisir. Il faut pas que je fasse bouger mon micro. Donc voilà, nous abordons maintenant le top 4, et dans le top 4, on va rentrer que dans des machines qui, là, il y a vraiment un truc émotionnel, viscéral qui se produit. C'est des machines qui sont liées à mon histoire personnelle, c'est des machines que j'ai soit croisées relativement tôt dans ma carrière de motard, soit qui, au moment où je les ai achetées, m'ont fait tomber à la renverse. Donc voilà, c'est que du lourd émotionnellement parlant, hein. Voilà, on rentre dans les confessions intimes. Et pour commencer, eh bien, je vais vous parler de la moto qui a pour moi le plus beau son de toute l'industrie de la moto, et même de tous les véhicules motorisés qui soient au monde. Je parle de la Tuono Factory 2020, s'il vous plaît. Ça, c'était la mienne. Vous avez devant vous les images de l'essai, un essai qui a été tourné il y a un moment, que je vous ai réuploadé il y a pas longtemps, et je vous invite à aller le regarder parce que vraiment, cette moto est exceptionnelle. C'est véritablement une machine à nul autre pareil. La Tuono et la RSV4, bien évidemment, mais quand on parle de compromis pour une machine qui peut être utilisée au quotidien, et particulièrement cette version-là, la Factory 2020, on est sur l'ultra haut de gamme de ce que Aprilia a fait avant de partir après sur les nouveaux modèles. C'est pour moi le modèle le plus abouti, justement, avant qu'on change le millésime. On est sur une machine qui possède des suspensions semi-actives, contrairement aux générations précédentes, avec un petit peu
de carbone, notamment au niveau du garde-boue, avec une couleur qui est fantastique, hein, ce coloris en fait qu'on va retrouver un peu comme ça. Enfin, vous avez les différents modèles qui ont existé, vous voyez, avec les différentes couleurs, et celle vraiment que moi j'ai possédée, c'est celle-ci, donc la noire mat avec les livrées italiennes. Le V4 de Noal, c'est une bande son qui est fantastique. Si vous avez pu essayer une MT10 ou une R1 dans votre vie, vous avez déjà un aperçu, mais juste un aperçu léger de ce que ça peut donner, parce que quand vous êtes confronté à la réalité du terrain, à vraiment ce moteur, c'est une autre expérience, c'est une autre aventure, c'est une machine qui, bah, vous le savez, hein, à chaque fois que je la conduis, je pleure parce qu'en fait, ce moteur, il me provoque des émotions qui sont dingues. C'est une machine qui a aussi pas mal de défauts, hein, elle chauffe pas mal, hein, une tonneau ça chauffe beaucoup, ça consomme beaucoup aussi, voilà, c'est une diva italienne, mais quand vous la testez, si vous en avez la possibilité, si vous en avez la chance, vous allez voir que c'est totalement à la hauteur de ce qu'elle peut vous proposer, et donc elle méritait totalement sa place dans le top 4. Bon, il reste 3 motos. 3 motos, top 3, ça veut dire bah, les 3 plus folles à mes yeux. Et là, je vous avoue que il y a un classement. Mais ce classement, dans mon cœur, il bouge tout le temps. J'ai essayé d'être le plus objectif possible par rapport justement à la façon comme je ressentais les choses, mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est des machines qui, on va dire presque à chaque fois que je les essaye, ça me fait reconsidérer. Voilà, elles se battent toutes de façon très très proche. On va dire que c'est 3 premières, mais il faut bien les classer à un moment ou à un autre. Donc à la 3e place de ce classement, on va parler ni plus ni moins bien sûr de la KTM Super Duke 1290 et 1390, hein, bien sûr, la lignée des Super Duke nouvelle génération, hein, depuis 2014, qui sont pour moi une des motos les plus parfaites au monde. Vraiment, la Super Duke, c'est une machine qui à mon sens est parfaite. Elle est parfaite pour plein de raisons et vous allez voir que c'est encore une fois ma considération, pas celle forcément de tous les motards, mais à mon sens c'est une machine qui n'a aucun défaut. Pourquoi? Parce qu'en fait la Super Duke, au-delà de son extravagance, on parle quand même d'un des roadsters les plus fous de la production en termes de puissance, en termes de couple, de châssis, d'équipement, de tout ce que vous voulez, c'est aussi une moto excessivement facile à vivre et ça c'est ultra rare. Cette machine, hein, vraiment derrière ses apparats de fauve, de bête incroyable avec son LC8 dans cette version 1390 qui fait 190 chevaux et 145 Nm de couple, c'est un monstre absolu. Et ben vous avez une machine ultra agréable à conduire, facile, qui consomme pas tant que ça, qui ne dégage pas tant de chaleur que ça, c'est vraiment la bonne pote. L'inverse, on va dire, de la diva italienne qui était l'Aprilia Tuono, qui se livre à vous avec beaucoup de contraintes, mais bon voilà, la récompense est à la hauteur. Sur la KTM Super Duke, on est vraiment dans la girl next door, la copine ultra cool qui est prête à partir avec vous à n'importe quel moment, voilà, et c'est quelque chose de fou. Alors bien évidemment, ça ne retire rien à ce que cette moto, elle contient un moteur qui est fou, une partie cycle qui est malade, surtout dans la version Evo, vous avez du WP Apex Pro avec semi-actif, enfin, c'est un délire, étrier Brembo Stylema, enfin, c'est vraiment un monstre qui se négocie à un tarif aussi élevé, un 23 449, même si en ce moment, vous devez pouvoir faire de sacrées bonnes affaires sur les Super Duke, parce que bah, KTM est ce qu'il est et dans la phase creuse, donc c'est le moment effectivement de profiter, mais vous voyez ça, hein, on est vraiment sur une machine qui est complètement dingue, avec vraiment bah, la nouvelle version dans son esthétique, je préfère quand même l'ancienne, hein, je vais pas vous le cacher. Ils ont en plus supprimé un truc que moi j'adorais, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait, c'était ce fameux truc où quand vous aviez vos warnings activés et vous mettiez votre clignotant, ça enlevait les warnings et ça vous permettait de signaler que vous alliez bouger, et quand vous coupiez les clignots, ça remettait les warnings, c'était super pratique. Ils l'ont enlevé, mais ils ont rajouté un petit indicateur d'angle engagé sur la moto. Bref, la KTM Super Duke 1290 et 1390 fait partie de mes motos favorites ever, et il y a absolument aucune discussion à avoir. C'est une machine qui méritait sa place sans aucun souci dans ce classement, parce que bah voilà, elle est là où elle doit être, tout simplement. Des fois un peu plus haut, des fois un peu plus bas, mais dans le top 3, toujours. Top 2, cette vidéo fait 24 minutes, donc il va falloir que l'on accélère. Bon, alors là, c'est pareil. Là, c'est du très émotionnel. C'est d'ailleurs très probablement la plus émotionnelle de toutes. Tout simplement parce que cette moto, si vous n'êtes pas au courant, pour les autres, bon, ça spoil un peu le truc en avance, mais c'est la machine qui m'a fait passer le permis moto. J'ai littéralement passé mon permis de moto pour cette Brel. C'est elle qui m'a décidé à devenir un motard. Je suis tombé amoureux d'elle quand j'avais 9 ans. Et le rêve s'est maintenu et s'est poursuivi jusqu'à mes 22 ans, où j'ai pu effectivement avoir mon papier rose, enfin mon carton, hein, puisque on avait déjà sur format carte.
kart. Et c'est une légende absolue hein, du monde de la moto. Il y aura deux machines qui se chevauchent ici dans cette place, mais vous allez comprendre pourquoi. Je parle bien évidemment, les amis, de la légendaire Suzuki Hayabusa, qui est pour beaucoup, la moto d'une vie. La moto d'une vie, une légende dingue. Bien évidemment, ici, on va évoquer la 3e génération, la dernière, quitte à faire, hein, la plus aboutie, la plus musculeuse, celle qui a le plus de technologie. Et c'est tout simplement une Hayabusa, c'est presque une philosophie de vie. Rouler en Hayabusa, c'est vraiment faire le choix, le parti pris d'un truc totalement différent, qui est aux antipodes de ce qu'on recherche aujourd'hui. Et encore une fois, hein, aujourd'hui, les sports GT extrêmes comme ça a une tendance à disparaître. On le voit, il y a la H2SX encore, mais l'époque des 4S100, des ZZR 1400, tout ça, ça a un petit peu disparu. C'est plus à la mode vraiment parce que c'est une machine qui est taillée à la base quand même pour la vitesse absolue, hein, pour la performance à tous les niveaux, mais dans un habillage qui est différent parce que justement, c'est pas une hyper sport, c'est une moto qui est lourde, hein. Une Hayabusa, ça fait 260 kg. Je vais même vous donner le poids exact de la machine. Ça, on sera parfaitement raccord. Vous allez voir, on est sur une moto qui fait exactement 264 kg. Donc, on est très très loin de pouvoir se battre sur le terrain d'une ZX10R, d'un GSX-R 1000, d'un R1. C'est pas du tout l'objectif de cette machine-là. Par contre, là où on n'est pas du tout sur le même terrain et où là, c'est les hyper sports qui sont largués, mais elles sont larguées. Oula, elles sont loin, loin, loin. Eh bien, c'est ici, les amis, ce moteur, ce 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui ne sort que 190 chevaux et aux grandes dames des puristes, moins de chevaux que la version précédente, remercie les normes de pollution. Par contre, cette valeur-là, 150 Nm de couple à 7000 tours minute, croyez-moi que quand vous êtes à 3 ou 4000 tours minute avec une Hayabusa et que vous tournez la poignée, il n'y a aucune hyper sport au monde, hein, même une Panigale V4R qui va vous donner cette sensation d'accélération dès les bas régimes et vous permettre d'avoir une machine du coup beaucoup plus sympa au quotidien, beaucoup plus chouette à utiliser que ces machines qui fondamentalement sont des merveilles, mais qui, dès que vous dépassez les 10 000 tours minute, même en première, vous êtes déjà en prison. La Hayabusa, c'est une machine qui ne va pas vous donner ça, avec en plus une position de conduite qui est moins radicale, une selle beaucoup plus confortable et aussi un parti pris de technologie ultra poussée. Regardez le tableau de bord, ils ont conservé tout le côté à aiguille avec juste un écran au milieu pour la modernité, bien sûr, pour régler toutes les assistances que la moto a, hein, parce que vraiment, elle en a beaucoup des assistances. Je me perds d'ailleurs sur le site, mais regardez, on a beaucoup de choses. La machine est sortie en 2021 dans sa nouvelle version. On a les modes de conduite, le contrôle de traction, on a un shifter bidirectionnel à 2 sensibilités, de l'anti-wheeling, peut-être pas sûr que ce soit nécessaire sur une Hayabusa, mais bon voilà, frein moteur, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, launch control, système de freinage couplé, hein, la machine quand vous freinez de l'avant, elle freine de l'arrière pour maintenir l'assiette. La Hayabusa, c'est une machine absolument dingue en termes de package et le rapport qualité-prix de cette moto est quand même ultra intéressant parce qu'on est à 19 500 € comparé à une H2SX SE qui vaut plus de 30 000, qui l'écrase en termes de technologie, mais je trouve quand même que ça reste ultra intéressant et la raison pour laquelle je vous disais qu'il y avait deux machines dans cette place numéro 2, c'est bien évidemment parce qu'il y a aussi le B-King. Je ne peux pas ne pas parler du B-King, la version roadster de la Hayabusa, hein, c'est ni plus ni moins qu'un roadster avec le moteur de la Hayabusa à l'intérieur, 183 chevaux, pareil, plus de 140 et quelques Nm de couple, on est même plus élevé hein, finalement qu'une Panigale 1299, c'est pareil, cette moto c'est fou, j'en ai eu 7 dans ma vie, donc autant vous dire que le B-King il est inscrit comme ça dans ma vie de motard à tout jamais, et c'est pareil, c'est une machine qui est complètement dingue. Aujourd'hui elle a vieilli bien évidemment, on le voit, elle accuse ses limites en ce qui concerne les plastiques, les carénages, la technologie, le tableau de bord, mais par contre le moteur lui les amis, croyez-moi qu'il reste toujours aussi dingue, et du coup la deuxième position était plus que méritée, j'ai envie de dire, pour cette moto qui est autant inscrite dans mon cœur de motard. Mais du coup, comment on fait? Comment on fait si déjà là, on est tellement loin dans l'émotionnel? Comment on pouvait aller chercher encore plus loin? Parce que en fait, il existe une moto qui a succédé au B-King. Une moto qui est à mon sens aujourd'hui la descendante, la fille spirituelle de cette machine totalement dingue, mais avec une version plus moderne, plus actualisée, avec des technologies nouvelles, avec tout ce qu'il faut. Et cette moto, le jour où je l'ai testée, elle s'est inscrite en moi comme une évidence et elle fait aujourd'hui aussi partie de mon ADN motard à 100%. Il s'agit bien évidemment de la Kawasaki ZH2. Cette bécane, ah là là, cette bécane, c'est incroyable. C'est vraiment une moto qui porte en elle tous les gènes du B-King, mais en version
moderne, en version actualisée. Et franchement, autant vous dire tout de suite que je l'adore aussi beaucoup parce que c'est une moto qui est pas tant appréciée que ça, ou tout du moins qui a eu du mal à convaincre, parce que là, il y a une vague d'amour qui est en train de commencer sur cette moto. Alors bien évidemment, on va parler de la version ZH2 SE, qui est la version la plus ultime, celle qui notamment va avoir des suspensions semi-actives et les étriers Brembo Stylema. Et donc, on a un véritable requin de la route avec une esthétique ultra particulière qui ne plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que elle est moche cette moto. On va y aller pas par quatre chemins. Moi, j'adore. Je trouve qu'elle a un design qui est différent, une esthétique bien à elle, et surtout une moto qui ne cherche absolument pas à faire ce que font les autres hyper roadsters, parce que oui, bien évidemment, la ZH2, c'est un hyper roadster, mais un hyper roadster un peu particulier, puisque on va retrouver comme moteur le 4 cylindres en ligne compressé qu'on retrouve notamment sur la H2SX, la H2 et la H2R, ici à 200 chevaux s'il vous plaît, mais surtout 137 Nm de couple. Donc en fait, on va se retrouver sur des valeurs qui sont plus proches de celles d'une Super Duke que d'une Tuono, d'une Street Fighter, d'une M. Miller, etc., etc. Et en fait, cette moto, son objectif, c'est pas de vous donner la plus grande agilité dans les courbes. Vous allez pouvoir l'emmener, et bien l'emmener, surtout dans la version SE, où elle a vraiment une suspension qui est incroyable. Mais en termes de dimension, cette moto, elle fait 240 kg. Donc en fait, c'est pas du tout une machine qui va pouvoir se battre avec ces petits frelons de 200 kg. Par contre, en ligne droite, lorsqu'il va s'agir de tourner la poignée et que cette turbine se réveille et peut monter à 120 000 tours minute, cette merveille d'ingénierie qui a été développée en collaboration avec la division aéronautique de Kawasaki, Kawasaki Heavy Industries, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la tête de fourche de la moto, vous avez le Rivermark, l'emblème même de Kawasaki Heavy Industries et non plus celui de Kawasaki Moto. Voilà, toute l'histoire elle est dite, toute l'histoire elle est racontée, et ce que je peux vous dire, c'est que cette machine, toutes les personnes à qui j'ai dit teste-la, elles en sont tombées totalement amoureuses malgré des réticences initiales avec l'apparence, avec le poids, avec tout ça, parce que cette machine, elle a un cœur qui est ultra généreux, elle a vraiment quelque chose à donner, à offrir, et vraiment il faut pas passer à côté parce que c'est juste merveilleux. Une Kawasaki ZH2, c'est merveilleux, et je vous invite vraiment, si vous avez un jour la chance de pouvoir en tester une, à faire très attention à votre portefeuille quand même, parce que en règle générale, ça peut très facilement finir dans son garage. Voilà, cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. 32 minutes, je m'excuse, ça a été un petit peu long, mais voilà, forcément si je parle de mes motos préférées, j'ai beaucoup de choses à en dire, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, laissez un petit like et un commentaire, dites-moi vous aussi quelles sont vos motos favorites, j'aimerais bien savoir un petit peu dans la commu, quelles sont les motos qui vous font vibrer, et surtout dans ce classement, vous, quel est votre préféré, ça m'intéresse pas mal du tout, et puis écoutez, beaucoup de contenu à venir sur les prochains jours dans la chaîne, on n'arrête pas bien évidemment, même si c'est l'été, vous allez m'avoir sur le dos pendant toute cette période, donc en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.